Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Dans cette vidéo, on va principalement se pencher sur la trade deadline puisqu'on est mercredi aujourd'hui et c'est demain la date limite. Donc dernière journée demain pour faire d'éventuelles modifications pour la fin de saison, voir un petit peu ce qu'on peut faire pour préparer l'avenir. Mais avant ça, donc on va quand même revenir un petit peu sur les derniers matchs depuis la dernière vidéo. À commencer par Denver et euh, Denver, c'est un petit peu une synthèse de notre saison en fait. Dans la dernière vidéo, on avait parlé du match qui était donc juste avant le match de Denver qui était contre San Antonio, où on avait super bien débuté, on avait fait une belle prestation collective, on était vraiment dedans, on était au-dessus, ça allait plus vite, et puis plus le match avançait, et plus les Spurs ont pris la main sur cette rencontre-là, en s'ajustant défensivement notamment, et puis sur la fin, on a fini par perdre ce match-là. Et là, contre Denver, c'était plus ou moins un copier-coller, mais face à une équipe quand même beaucoup plus forte. Et, et- et c'est un match qu'on peut analyser de deux manières, soit la manière voilà, extrêmement positive en se disant on a quand même tenu tête super longtemps face à cette équipe, on a super bien joué, et c'est vrai, on a très bien joué, un basket collectif de très belle qualité, du rythme, du mouvement, des cuts, des extra passes, on a vraiment fait beaucoup de très bonnes choses dès le début de match, sur l'ensemble de la première mi-temps, même au troisième quart-temps. Euh, on a vraiment été très solide et c'est euh, plusieurs fois cette saison face à de grosses équipes en janvier contre les Lakers, les Clippers notamment, tu vois plusieurs fois ou même les Spurs dernièrement ou même Phoenix, on a montré qu'on était capable de produire du beau basket et de regarder ces équipes-là qui sont des équipes de haut de tableau, les yeux dans les yeux quand même. Bon, pas face à toutes les équipes, c'est normal, parce que par rapport à tu vois, certaines configurations, certaines équipes qui proposent des match-ups différents, mais enfin bref, on a eu pas mal de fois cette saison l'occasion de jouer les yeux dans les yeux face à une grosse équipe, et ça a été le cas face à Denver. Euh, Sauf que la fin a été, mais bah voilà, comme je disais, c'était la synthèse de notre saison. On est capable de bien jouer, mais on n'est toujours pas tueur, quoi. Et donc on peut analyser cette rencontre-là de manière positive, avec, comme je viens de dire, un excellent basket pendant trois quarts temps à peu près. Euh, et où on peut le voir de manière négative en se disant, bah voilà, c'était le 40e match de la saison et on n'est toujours pas capable de terminer un match, de gérer une avance. Alors oui, c'était contre Denver, qui est une très grosse équipe et qui l'a montré hein, encore sur ce match-là. Mais, mais quand même, quoi, quand tu mènes de 14 points à 7 minutes de la fin, tu peux pas enchaîner autant d'erreurs que ce qu'on a fait ce soir-là. On fait encore une faute sur un shooter à 3 points qui devient une faute flagrante. C'est Kobe White qui fait cette faute. Derrière ça, faute offensive sur un écran trop appuyé. Après, tu as Temple qui fait une passe à Kobe White alors qu'il a le pied sur la ligne de touche, donc ça fait une nouvelle balle perdue. Enfin bref, on les a enchaînés tout le long dans les dernières minutes de ce match-là. Euh, Jokic et Murray, à eux deux, ils nous ont absolument pulvérisé sur le quatrième quart-temps et la prolongation. Mettez-vous bien ça dans la tête quand même. Les 12 minutes du quatrième quart-temps, plus les 5 minutes de la prolongation, en tout, les Bulls ont mis 38 points. Jokic plus Murray, 37 points, à eux deux. Et 8 passes décisives. Donc à eux deux, ils nous ont fait un carnage absolument phénoménal. On n'a pas pu les arrêter. Encore une fois, hein, personne n'arrête Jokic hein, de toute façon cette saison. Donc c'est pas non plus. Enfin, même la saison d'avant d'ailleurs. Mais enfin bref. Euh, mais voilà, ça reste extrêmement frustrant parce qu'on continue encore de faire toujours les mêmes erreurs dans les fins de match. Dès que c'est serré, dès que l'adversaire presse un peu, tu vois, on perd des ballons bêtement, on se dribble sur le pied, on fait des passes de 3 mètres d'eau qui vont en touche, on déjoue totalement et ça a déjà été le cas contre des adversaires beaucoup moins importants. Minnesota, quand on a joué contre Minnesota, on avait largement de l'avance. Et on a réussi à faire en sorte que ce match aille en prolongation. On l'a gagné en prolongation. Heureusement, imagine, tu perds à domicile contre Minnesota alors que tu les as bananés tout le match. Au bout d'un moment, voilà. On a, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo avec certains joueurs comme Mark Cannon, Carter, White, etc.
on a eu le temps maintenant de leur laisser le temps de faire des erreurs, mais dans le but qu'ils apprennent de ces erreurs-là et que ça aille mieux. Le problème, c'est que non, là non, ça va toujours pas mieux, quoi. Et même, enfin, même les vétérans sur cette fin de match contre Denver, quand tu vois que Teddy Chiang, à qui tu peux pas reprocher grand-chose cette saison, il a été impérial pour nous. Sans lui, on serait dans les bas-fonds, on serait Orlando. Mais voilà, sur la dernière action, on a 3 points d'avance. Jokic est sous le cercle. Pourquoi tu vas le défendre sur lui? Laisse-le mettre son panier à 2 points. Mais tu t'en fous qu'il marque 2 points. Denver a besoin de 3 points. Il reste quoi, 3-4 secondes. Tadeusz Young vient sur lui et laisse Murray tout seul à 3 points. Bah, du coup, Jokic ressort sur Murray qui nous plante le panier pour égaliser à la dernière seconde et amener le match en prolongation. Et derrière, bah, on se prend un 9-0 d'entrée en prolongation. On se fait flinguer. Bref, mais voilà, c'est vraiment ce match de Denver. À la fin, j'étais fou et Donovan aussi était fou. Je crois que c'est une de ses interviews les plus euh, mystiques en conférence d'après-match parce qu'il disait c'est invraisemblable le nombre de trucs qu'on doit faire tout le temps pour que les joueurs soient voilà, dans les meilleures conditions, pour qu'ils se donnent les meilleures chances de gagner des matchs. Mais quand il y a eu cette action où Kobe White fait une faute sur je sais plus quel joueur de Denver qui obtient donc la faute flagrante à 3 points, Donovan disait à ce moment-là, je sentais que les joueurs ils étaient en train de se dire oh oh ça y est, c'est reparti, on va encore se faire fumer, tu vois, ils commençaient à baisser la tête, à baisser les épaules. Et ben voilà, c'est encore une fois, alors je me répète, mais oui, bah, au bout d'un moment, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est mental. Ces mecs-là n'ont pas, tu vois, le répondant, la hargne, dans la tête de se dire, bon allez, ok, on vient de merder cette possession, mais il reste 7 minutes, il y en a encore plein à jouer des possessions, on n'est pas obligé de les flinguer non plus, tu vois, non, on peut repartir de l'avant, et tu vois, et même avec les vétérans, ça marche pas, parce qu'on a trop de jeunes, en fait, par rapport au nombre de vétérans qu'on a. Quand tu as 2-3 joueurs à développer dans une équipe, ok, mais là on en a combien? On en a beaucoup trop et tu peux pas, tu vois, faire en sorte que tout le monde progresse en même temps, de la même manière, à la même vitesse. Donc c'est vraiment pénible. Donc derrière, bah ouais, Donovan a bien bien fait comprendre que l'attitude là c'était n'importe quoi et que bah, hein, il serait quand même temps, maintenant qu'on a dépassé la mi-saison, que ça change. Réaction contre Détroit au match suivant, avec un début de match assez moyen, et puis on est monté en puissance au fur et à mesure, et on a montré, voilà, à partir du milieu du deuxième quart et sur la suite du match qu'on était quand même bien au-dessus de Détroit. Euh, Pas grand-chose à redire sur ce match, on a fait le taf, entre guillemets, c'était bien de battre Détroit, mais enfin voilà, c'est encore heureux quand on arrive à battre Détroit, quoi. C'est quand même pas non plus. Puis même eux, ils ont pas franchement fait les efforts, surtout sur la fin de match, pour essayer de revenir. Donc voilà. Et puis derrière, avant le match contre Utah, qui était donc le lendemain, après avoir battu Détroit, ils ont montré une stat au début du match où ils disaient que depuis le 10 février, les Bulls gagnent systématiquement quand ils affrontent une équipe qui est en dessous des 50% de victoires. Ils étaient à 10 victoires, 0 défaite depuis le 10 février. Mais par contre, aussi systématiquement, dès qu'ils affrontent une équipe qui est à 50% ou au-dessus, c'est défaite. Ils étaient à 0,8 avant le match contre Utah. Et donc du coup 0,9 parce que bah, Utah, meilleur bilan de la ligue en se pointant au United Center lundi soir. Euh, Gobert qui était incertain et qui a failli claquer un triple-double, point rebond contre, parce que tellement on lui a foncé dessus, il nous a mis des bâches. Tu sais, genre... Tu sais, on dirait la pub avec Mutombo qui contre un peu partout tout ce qui passe. C'était un peu ça, quoi. On allait au cercle et... Bon. Bref, ouais, enfin, il n'y a pas grand chose pareil, un peu comme Détroit, tu vois, on a fait le taf contre Détroit, ok, c'est cool, mais au bout d'un moment, ce serait bien de gagner une grosse équipe quand même, histoire de, tu vois, montrer que voilà, on n'est pas juste là pour taper les équipes à qui il manque 3 titulaires, 5 joueurs qui ont le Covid, etc. Et quand même taper un gros à un moment donné. Bon, bah, c'est sûr que on imaginait difficilement que ce soit Utah qui remplisse ce rôle-là, parce que bah, Utah était largement, largement, largement au-dessus, euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus collectif, beaucoup plus solide. On faisait pas le poids tout simplement. On faisait pas le poids tout simplement contre cette équipe d'Utah. Et, euh, et maintenant la question c'est comment faire le poids. Parce que voilà, on arrive à la deadline donc demain, et il faut trouver comment faire le poids. Parce que je pense que maintenant, euh,
voilà, moi je voulais pas juger en début de saison, je voulais attendre de voir, parce qu'on sait que c'est une saison de développement pour nos jeunes, voir euh, qui peut faire partie des plans futurs de la franchise. Mais je pense que maintenant, après 42 matchs, le bilan est quand même assez clair, il faut passer à autre chose. Enfin, en tout cas, pour moi, il est assez clair, donc voilà, je donne mon avis. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il faut continuer avec Mark Cannon, s'il mérite un gros contrat pour les années à venir. Même chose avec Wendell, avec Obi White, etc. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, après tout. Hein, mais voilà, moi, mon avis à moi, c'est qu'il faut passer à autre chose. Euh, Parce que là, on a vu que ces mecs-là, bah, il n'y a quasiment pas de progression. Il faut vraiment creuser, gratter pour dire ah ouais, ça va mieux quand même, tu vois. Mark Cannon, ses meilleures saisons, c'était ses 2 premières années. Wendell, ça va mieux dernièrement depuis qu'il est retourné sur le banc. Enfin, retourné non, parce qu'il n'était pas avant, mais depuis qu'il est remplaçant, ses entrées en jeu sont très énergiques, etc. Il apporte de bonnes choses et ça me plaît pas mal. Mais le problème, c'est que c'est mentalement, tu vois. Comme on l'a dit plusieurs fois cette saison, tu vois, dès que genre il fait 2 fautes de suite, ou il perd un ballon, ou il prend un mauvais tir, c'est oh là là, tu vois, c'est tout de suite, ah, je m'appuie toi sur mon sort. Gna gna. Au bout d'un moment, oh, montre-les un peu, quoi. Bref. Euh, c'est ça qui m'embête un peu avec Wendell, parce que. Et avec Markkanen aussi, hein, d'ailleurs, parce que tu le sens qu'ils sont capables de faire mieux, mais tu as cette barrière mentale qu'ils n'arrivent pas à franchir pour se dire, allez, tu vois, on va être dur au mal, on va vraiment y aller, on va jouer physique, tu vois. Markkanen, quand tu vois contre Détroit, euh, c'était Grant et je sais plus quel autre joueur des Pistons, ils ont ils l'ont attaqué d'entrée de match. Ils lui fonçaient dessus pour aller mettre des layups. Et Markkanen, à chaque fois, il volait à 3 mètres, quoi. Donc, au bout d'un moment, Markkanen, il a des qualités, mais il a tellement de défauts que du coup, la balance, elle est pas équilibrée, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça devient vraiment, vraiment difficile de me dire, Markkanen, on va le signer un gros contrat cet été. Enfin, en tout cas, si une équipe lui fait une offre et qu'on s'aligne dessus et qu'on le garde encore 3 4 ans, plus le temps passe et moins je suis convaincu que c'est une bonne chose. Donc, après, il peut toujours vraiment faire un grand pas en avant et devenir un joueur de folie, mais j'ai de plus en plus de mal à le croire. Donc, ma foi, on verra bien comment ça va se passer cet été ou demain, s'il se passe quelque chose demain le concernant. Mais donc, c'est ça aussi avec les Bulls, et notamment avec Arturas Karnišovas, c'est qu'on ne sait pas. Parce que comme pour la draft il y a quelques mois ou les transferts quelques semaines après, avant le début de la saison, tu sais pas ce qui va se passer avec les Bulls. Alors il y a des rumeurs qui sortent à droite à gauche, mais enfin, je veux dire, c'est tellement facile de faire des rumeurs. Markkanen est en fin de contrat cet été. Pouf, hop, tu mets un tweet. Ah, les Bulls écoutent les offres pour Lauri Markkanen. Ouah, tu parles d'un scoop. Waouh, il t'a fallu combien de temps pour la trouver celle-ci? Bah évidemment que les Bulls vont écouter les offres pour Mark Cannon, c'est pas comme s'il avait fait une saison de futur MVP. Et en plus, voilà, en fin de contrat, enfin je veux dire, c'est classique, c'est normal. Donc tous les médias disent, ouais, les Bulls écoutent truc. Ouais, mais oui, c'est facile à déduire, quoi. Tu vois, t'as pas une source qui te dit, ouais, les Bulls vont trader Mark Cannon, quoi. On n'en sait rien, personne n'en sait rien. Karnišovas, c'est le genre de cartes qui a ses cartes comme ça contre lui. Il te les montre pas, il les regarde à peine, tu sais pas ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe avec Karnišovas. Mais ceci dit, ça va être une journée intéressante demain, donc dernière journée, dernière journée pour les transferts, c'est parce que ça va permettre aussi un petit peu de voir un petit peu la manière d'agir de Karnišovas et du reste de nos dirigeants, voir s'ils continuent d'attendre, voir un petit peu jusqu'à la fin de saison ce qu'ils peuvent faire avec Markkanen, Carter, White, etc. Ou s'ils disent, bon allez, maintenant ça suffit, et on commence les grands travaux, parce qu'il va y avoir besoin de les faire à un moment donné. Hein. Tu ne peux pas reculer l'échéance encore et encore et encore. Hein. Si c'est pas demain, ce sera cet été. Hein. Euh, mais évidemment, Markkanen est celui qui est le plus impliqué dans les rumeurs, forcément parce que son contrat, parce que ses performances, bon, il a l'air de garder une cote relativement intéressante pour quelques équipes NBA qui justement appellent les Bulls pour savoir ce qu'il en est de Markkanen. Donc tout dépend de la contrepartie, mais voilà, après Markkanen, les scénarios c'est soit il part demain, soit
les Bulls auront écouté les offres, mais il n'y a rien qui leur convenait, donc du coup ils décident de le garder jusqu'à la fin de saison. Et après en fin de saison, bah voilà, va tester le marché. Si une équipe t'offre un gros contrat et qu'on veut s'aligner, on s'aligne. Si on s'aligne pas, bah ciao, bonsoir. Donc voilà, est-ce que voilà, récupérer quelque chose contre Markkanen demain, oui, mais pas n'importe quoi non plus. Ça dépendra tout des propositions qu'on aura, des négociations qu'on arrivera à mener, etc. Donc on verra bien. Euh, D'autres joueurs comme ça qui peuvent éventuellement bouger, y a des trucs sur Tadeusz Young, mais bon, je préférerais le garder au moins jusqu'à la fin de saison et l'an prochain, vu qu'il a une option avec un contrat partiellement garanti pour la saison prochaine. Perso, je préférerais le garder, mais encore une fois, tout dépend de ce que tu récupères à la place. Même si, bon, si c'est pour renforcer un contender, ils vont pas t'envoyer une superstar à la place. Donc, ça me paraît un petit peu compliqué. Si c'est pour récupérer un pic de draft et encore un jeune à développer, ça va aller, merci. Au bout d'un moment, on en a assez comme ça. Valentine aussi, j'étais surpris. J'ai lu un article l'autre jour avec des insiders qui ont discuté avec des scouts. Et selon ce que les scouts leur disaient, ils ont établi une liste des joueurs qui serait qui intéresserait le plus les autres équipes. Et Valentine était deuxième de cette liste. Pourquoi? Comment? Mais enfin, si des équipes appellent pour Valentine, hein, pas de problème. Hein. Ça, alors là, franchement, envoie ce que tu veux à la place. Enfin bon, s'il y a des équipes vraiment intéressées et qui ont moyen de les pigeonner, hein, on va quand même. Ce serait quand même con de pas écouter. Euh, mais bon, bref, je pense que voilà, cette journée de jeudi va être bien importante. Mais voilà, ce qu'il faut garder à l'idée déjà, c'est qu'on a trop de jeunes pour être compétitif. Donc si on veut vraiment, euh, enfin, dans mon idée, si on veut vraiment faire un gros push là sur la fin de saison pour aller en play-in ou en play-off, euh, il faut qu'on ait plus de talent confirmé et pas de talent en devenir. Parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est pas dans 6 mois, dans un an, etc. C'est maintenant. Si on veut aller en playoff, c'est maintenant. Et quand tu vois le calendrier qui arrive là, donc on joue contre les Cavs cette nuit. Et après la deadline, on a 9 des 10 matchs suivants qui sont à l'extérieur. Et voilà les matchs. Hein. Je les ai plus dans l'ordre, mais tu en as 4 à l'ouest à la suite avec. Alors pareil, j'ai pas dans l'ordre, hein, mais je crois que tu as les Warriors, les Spurs, les Suns et le Jazz encore. Tu reviens à la maison pour jouer Brooklyn, super. Et après tu repars à l'extérieur pour 5 matchs et tu as Indiana, Atlanta, Minnesota, Memphis, le dernier je l'ai plus, Toronto peut-être. Enfin bref, du lourd. Du lourd là sur les deux, trois prochaines semaines avec des back-to-back et tout. Donc là, ça va être compliqué. Donc et c'est maintenant qu'il faut faire le push pour aller en playoff. Parce que là, on commence un peu à se faire distancer, à faire du surplace, à gagner contre les faibles et à perdre contre les forts. Donc voilà, c'est maintenant. Donc en gros, la journée de demain va déterminer des vraies ambitions qu'on a. Parce que pour moi, encore une fois, avec tous les jeunes qu'on a, on ne peut pas viser quelque chose immédiatement. Donc voilà. Et le truc, c'est que ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'il faut qu'on montre aux autres équipes de la ligue et à Zach LaVine qu'on est ambitieux. Parce que faut montrer aux autres qu'on est ambitieux pour pouvoir attirer des bons joueurs et devenir encore plus ambitieux. Donc si tu te pointes cet été pour signer des free agents en disant on a été en playoff cette année, on a fait une belle saison, on a Zach LaVine qui est All-Star, rejoins-nous, machin, tu vois, on va essayer de construire un truc voilà, conséquent. Que si tu y vas en étant bas, voilà, on a fini dixième, voilà, avec un bilan, on a gagné peut-être 28 matchs, enfin, tu vois, tout de suite le fait d'être, et on a des joueurs qui prennent de l'expérience, etc. On a énormément de cap space, c'est déjà un peu plus parlant, quoi. Et puis Zach LaVine, parce que Zach LaVine, il lui reste un an après cette année-là, euh, il a 26 ans maintenant, il rentre dans son prime. Il a jamais été en playoff, il en a plein le cul de ne pas être en playoff, il veut y aller, et si euh, on décide de garder les jeunes actuellement et qu'on va pas en playoff, au bout d'un moment, Zach il va faire, bon, vous êtes bien gentil, mais j'en ai un peu marre, quoi. Et ça nous pend au nez que l'an prochain, ciao ciao. Donc si on veut garder la vigne, construire autour de lui, il faut lui donner des garanties qu'on est sérieux, euh, qu'on est ambitieux et qu'on veut construire autour de lui
et tout faire pour, tout simplement, quoi. Faire les choses dans le bon ordre, parce que maintenant, on n'en est plus au développement. Là, c'est fini. Ça fait 3 ans et demi qu'on développe des joueurs, et la progression, elle est, s'il y en a une, elle est infime. Donc maintenant, calmons-nous là-dessus. Pat Williams et Zach LaVine sont les deux seuls, s'ils bougent demain, mais ça n'y arrivera pas, mais ça me ferait vraiment chier. Tad, ça me ferait un peu chier aussi, suivant, mais faut voir ce qu'on récupère, même si je suis pas convaincu. Mais le reste, Markkanen, Wendell, Kobe White, euh, Sato, tout ça, si ça bouge, euh, merci, au revoir, quoi. Je veux dire, c'est- c'est des joueurs que j'aime bien, tu vois, je l'ai dit dans d'autres vidéos, au bout, tu sais, ça fait un moment qu'ils sont là, tu t'y attaches, mais le truc c'est que justement, ça fait un moment qu'ils sont là, et tu vois rien venir, quoi, ça progresse pas, donc au bout d'un moment, faut passer à autre chose, faut changer de projet, quoi. Donc, donc voilà, on verra comment ça va se passer cette journée de jeudi qui pourrait éventuellement être très agitée en ce qui nous concerne, tout comme elle pourrait être absolument calme et absolument rien qui se passe, donc c'est toujours un petit peu difficile à, à imaginer. Mais personnellement, s'il se passait rien, si jeudi soir ou vendredi matin on a le même effectif que maintenant, je serais un petit peu déçu en termes d'ambition sur la fin de saison. Et je m'attendrais pas à grand chose pour le reste de l'année. Donc, mais bon, voilà, c'est mon avis. Donc pareil, hein, dans les commentaires, etc., vous me dites ce que vous en pensez. Si pour vous, il faut garder l'équipe en état, c'est ce qui peut se comprendre. Hein. Après, voilà, chacun pense comme bon lui semble. Il y a pas de, je suis pas là pour imposer ma manière de penser. Encore heureux, parce que putain. Mais enfin bref, voilà, on en discute, il n'y a pas de souci. Voilà, pour terminer cette vidéo, déjà on en fera une vendredi s'il se passe quelque chose demain, hein, pour revenir sur tout ça, essayer d'analyser les moves qu'on fera éventuellement. Et puis sinon, ce sera peut-être peut-être dans le week-end, vu qu'il y aura des matchs aussi. Et on parlera évidemment du match de Cleveland qui a lieu ce soir. Euh, mais donc on va terminer avec deux choses. Tout d'abord, petit hommage à Granville Waiters, ancien joueur des Bulls qui est décédé aujourd'hui. Bon, joueur pas franchement connu des Bulls, hein, il a passé 2 saisons à Chicago, 86-87 et 87-88. Les deux dernières de sa carrière, parce qu'après il a pris sa retraite à 27 ans. Ouais, il a joué que 66 matchs en 2 saisons avec des blessures, etc. C'était un pivot remplaçant, hein, qui jouait pas beaucoup, euh, qui avait quand même eu le mérite d'être titulaire lors de la soirée d'ouverture face aux Knicks en 86 avec le nouveau coach Doug Collins et Jordan qui claque 50 points ce soir-là. Donc euh, voilà, pour dire à Doug Collins, t'inquiète pas, je vais pas te laisser perdre ton premier match. Il avait explosé les Knicks sur ce match-là avec 50 points sur l'ouverture. Mais donc voilà, ça reste quand même si c'est pas une figure légendaire des Bulls, hein, c'est clair qu'il n'aura pas sa statue devant l'United Center ni son maillot retiré, mais voilà, quoi, c'est toujours emmerdant d'apprendre la disparition d'un ancien joueur de cette franchise. Donc voilà, Granville Waiters, repose en paix. Et puis on va terminer avec le quiz. La dernière fois, qu'est-ce que c'était comme... Oh, j'ai un trou. Qu'est-ce que c'était la question la dernière fois? C'était par rapport... Ah oui, la dernière fois qu'on avait gagné à Denver, bah oui, évidemment. C'était en 2006, février 2006, avec un 5 de départ où tu retrouves Ben Gordon, Kirk Henrik, Lou Holding, Tyson Chandler, Otel Harrington, Ben Gordon qui met 30 points, et Darius Songaila qui met 25 points en sortie de banc, Notchuni qui en met 15. Enfin bref, c'était une belle époque et une équipe qui était vraiment sympa à regarder, les Baby Bulls. Et donc c'est la seule et unique fois qu'on a gagné à Denver depuis que Jordan, Pippen, Jackson sont tous partis en 98, quoi. Ça fait flipper, ça fait flipper. Ça fait plus de 20 matchs là-bas qu'on perd, on en a gagné qu'un, donc bref. Et la série va se continuer, à mon avis, encore un petit moment, vu comme c'est parti. Mais bref. Et donc maintenant, le quiz pour cette fois-ci. Alors, euh, ça concerne le classement des joueurs qui ont mis le plus de paniers à 3 points dans l'histoire des Bulls. Le top 10 de ceux qui en ont mis le plus.
est le top 10 de ceux qui en ont tenté le plus. Et il y a un seul joueur qui est dans le top 10, mais qui n'est pas... Enfin, un seul joueur qui est dans le top 10 des, des paniers à 3 points réussis, mais qui n'est pas dans le top 10 des paniers à 3 points tentés. C'est-à-dire qu'il a eu besoin de beaucoup moins de tentatives que les autres pour atterrir dans le top 10. Donc voilà, qui est ce joueur? Voilà. Relativement simple, mais ouais, au fur et à mesure, j'essaierai de corser un petit peu les questions, même si elle n'est pas si simple que ça. Mais bref, voilà, j'attends vos réponses, et puis ben, pas seulement juste les réponses au quiz, mais voilà, ce que vous pensez, vous, qu'est-ce qui va se passer avec cette deadline? Est-ce que Markkanen va partir? Est-ce qu'il faut le garder? Wendell, Kobe White, etc. Enfin voilà, donnez vos avis, et puis ben, voilà, on discute tranquillement, et puis on se retrouve après la deadline pour faire le point, et puis discuter des derniers matchs, et peut-être du push pour les playoffs ou le play-in. On verra bien. En attendant, ben, portez-vous bien et à très bientôt. Go Bulls!